Bonjour à tous, nous allons démarrer le webinaire. Donc je me présente, Maïder Ghezala, responsable marketing au sein de SEI Groupe LKS. Et donc je vais co-animer ce webinaire avec Émilie Lécuyer, ici à mes côtés. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Lécuyer, je suis responsable produit de notre offre côté planification. Donc, nous vous proposons ce webinaire dans le cadre de vous aider à compléter, on va dire, votre ERP pour vous aider dans la mise à conformité au niveau de la loi AGEC. En termes d'agenda, nous vous proposons donc de dérouler le webinaire en trois temps. Dans un premier temps, on va vous expliquer pourquoi SEI nous proposons ce webinaire. Ensuite, nous ferons un focus sur les principaux axes et les principales obligations de la loi AGEC sur le secteur du retail principalement et les différentes solutions digitales que nous pouvons vous apporter. Et nous terminerons par les aspects d'accompagnement que SEI peut vous apporter. Alors, pourquoi nous proposons ce webinaire aujourd'hui? Donc, comme vous le savez, SEI est un éditeur de solutions digitales dans le domaine de la supply chain, particulièrement adressé au secteur de la mode et du retail. Donc, en tant qu'éditeur, SEI accompagne ses clients, ses partenaires sur les différentes évolutions législatives ou réglementaires et dans leur mise en conformité en apportant des solutions digitales adaptées et personnalisées. Donc, nous accompagnons un certain nombre d'acteurs du retail et de la mode dans ce type de défis. Donc, on vous présente un slide avec les principales, quelques références avec lesquelles nous travaillons sur ce type de défi. Et ici, en fait, nous vous rappelons de manière schématique, simplifiée, la couverture fonctionnelle de la suite Optimate Nodos que nous éditons. Donc, vous voyez au centre le socle applicatif qui comporte un certain nombre de mécanismes, notamment de paramétrage permettant donc une implémentation la plus adaptée, la plus personnalisée possible, qui est complétée par des outils de pilotage opérationnel. Donc, autour de ce cœur gravitent 4 grands domaines fonctionnels autour de la supply chain toujours, en partant de la construction de l'offre, en passant ensuite par toutes les opérations de supply chain amont, la gestion des stocks, pour terminer par les flux aval. Donc ça, c'est la couverture fonctionnelle de la suite Optimate Nodos. Après le webinaire, on pourra vous transmettre le support avec qui comportera la couverture fonctionnelle plus détaillée que vous aurez le temps de regarder plus en détail. Là, ce n'est pas l'objet du webinaire. Il faut savoir que la suite Optimate Nodos offre une double approche d'implémentation. Soit vous déployez, on va dire, l'ERP de manière globale sur l'ensemble du périmètre, soit le client peut venir choisir des solutions complémentaires à son système d'information, à son ERP. Et c'est justement dans cette double approche que s'inscrit également l'offre loi AGEC que nous proposons à SEI. C'est-à-dire que les clients qui ont déjà leur ERP, on va venir apporter des solutions, des services complémentaires pour vous aider dans la mise en conformité au niveau de la loi AGEC. Alors, pour ce webinaire, en fait, nous avons fait l'exercice de reprendre les principales obligations qui concernent le secteur du retail et de la mode et vous apporter des exemples de solutions qui sont possibles avec Optimate Nodos. Alors, en guise d'introduction, on vous propose de reprendre un petit peu les grands piliers de la loi AGEC. Donc, AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée pour son premier amendement le 10 février 2020. Elle souhaite donc réduire le gaspillage et favoriser l'économie circulaire. Elle va apporter des réponses
en termes de transparence, en termes d'aide au recyclage, au retraitement des déchets aux concitoyens. Et elle contient donc des obligations, des interdictions et des nouveaux outils. Donc, on va parler de filières pollueurs-payeurs, d'exigences de transparence sur les impacts sanitaires, de systèmes incitatifs comme le bonus-malus, des indices de réparabilité. Ce sont des exemples de nouveaux outils que propose la loi AGEC. Elle vise des effets mesurables, notamment la baisse de l'émission de CO2, 300 000 emplois créés et 500 millions d'euros d'économies. Alors, quand on parle d'économie circulaire, de quoi il s'agit précisément? En fait, notre mode économique est sur un mode linéaire. On va extraire des ressources, on va fabriquer, vendre, consommer, puis jeter. La loi AGEC va permettre de favoriser l'économie circulaire qui consiste en bout de chaîne, de faire une boucle et de repartir en réparation, en revente, en reconditionnement, en recyclage. Éviter tout déchet et essayer de reprendre la matière et de la reconditionner pour qu'elle soit de nouveau vendable. Alors, cette loi AGEC, elle va proposer 5 grands axes de travail. Le premier, c'est de sortir du plastique jetable. Le deuxième, mieux informer les consommateurs. Ensuite, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Agir contre l'obsolescence programmée. Et enfin, mieux produire. On va se servir de ces axes pour dérouler les différentes obligations, sachant que le premier axe, sortir du plastique jetable, est un axe très physique, on va dire, qui concerne donc l'emploi au quotidien, notamment des sacs plastiques qui sont interdits, et encore des boîtes polystyrène et autres. Ce sont des obligations physiques, donc nous, en termes d'édition logicielle, nous ne pouvons rien proposer. Donc, on va directement enchaîner sur le deuxième axe qui est mieux informer les consommateurs. Alors, concernant l'information consommateur, le premier grand axe, c'est de rendre le tri plus efficace. Donc, la loi AGEC demande à ce qu'un logo Triman accompagne tous les produits afin d'aider le consommateur à recycler ou du moins traiter la fin de vie des produits. Le deuxième, il s'agit d'imposer la mise à disposition au public des informations sur les produits contenant des perturbateurs endocriniens. Donc, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de phtalates, d'alkyphénol. En tout cas, tous ces produits doivent être clairement identifiés pour que le consommateur sache que ce qu'il achète contient ces molécules. Le troisième, c'est de mettre au point une méthodologie obligatoire pour l'affichage environnemental. Alors, ce n'est pas forcément encore très clair puisque la loi n'a pas promulgué clairement de quoi il s'agissait. On parle d'éco-score. On sait que les 2 premiers secteurs seront le textile et l'alimentaire. Le quatrième axe, c'est de communiquer aux consommateurs ses émissions de gaz à effet de serre liées à ses consommations Internet et mobile. Ensuite, il va s'agir d'obliger à informer sur la garantie légale de conformité. Donc, les documents de facturation remis aux consommateurs au moment de l'achat devront indiquer l'existence et la durée de la garantie. Et enfin, l'encadrement des allégations environnementales et information du consommateur sur les produits. On sait que la mention biodégradable ne fait pas consensus, donc elles sont désormais interdites, tout comme respectueux de l'environnement. Et on va mettre en place des fiches produits relatives aux qualités caractéristiques environnementales. Donc, sur ces différents points, on va commencer à détailler le tri plus efficace, le logo Triman. Alors, le logo Triman, il est constitué donc de 2 informations. D'abord, le Triman qui indique sur la partie de gauche qu'il y a une consigne en termes de fin de vie. Et ensuite, l'infotri qui indique le produit et comment il doit être retraité. Il doit être présent lors de l'acte d'achat par le consommateur. Et sur l'endroit, la loi n'est pas forcément très restrictive. Elle peut figurer sur l'étiquette de composition, notamment sur un tag, sur l'emballage, sur une notice. En tout cas, elle doit être présente lors de l'achat par le consommateur. Donc, le logo Triman à gauche, la catégorie produit, et ensuite l'information du point d'apport volontaire. Ce qui veut dire qu'une partie du produit peut être vers un point d'apport, un autre produit sur un autre point d'apport, le tout dans la même infobulle.
La mention FR indique donc que c'est une consigne sur le territoire français et on doit indiquer également l'URL qui renvoie vers la cartographie de l'ADEME. Alors, pour arriver donc à générer ce logo Triman et ensuite l'associer au produit, on propose 3 phases. La première phase, c'est de référencer. Donc, on va référencer les différentes infoteries qui nous concernent en fonction de notre activité et on va venir associer l'infoterie à une famille sous-famille de produits. Donc, si on vend un t-shirt, on va prendre l'infoterie t-shirt avec donc le point d'apport volontaire qui est associé. Et ainsi de suite, on va décliner en fonction de notre gamme de produits. Ensuite, quand on va créer le produit, il va automatiquement s'associer. On va créer une nouvelle référence. On va lui indiquer que c'est un vêtement, donc l'infoterie qui va de pair va venir s'associer au niveau du produit. Et ensuite, on va le matérialiser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le rendre disponible en édition, en tout cas le transmettre au fournisseur pour qu'il puisse l'imprimer sur l'endroit qui aura été choisi. Donc, pour rappel, l'étiquette composition, le hang tag ou la notice. Donc, ce que ça donne dans notre produit Optimate Nodos. Donc, je parlais tout d'abord de référencement. Donc, l'infoterie, on va venir créer les différentes infoteries qui nous concernent. Donc, ici, on a un infoterie horizontal pour vêtements qui est sur fond blanc, mais aussi la loi AGEC nous propose différentes infoteries sur fond blanc, fond transparent, horizontal, vertical. Donc, dans Optimate Nodos, on va venir référencer les différentes infoteries que l'on souhaite sur nos produits. Ensuite, on va venir donc associer l'infoterie selon la hiérarchie. Donc, ici à gauche, vous allez avoir un exemple de hiérarchie produit, de famille sous famille. Je suis sur mon niveau de t-shirt. Et sur mon t-shirt, j'ai associé l'infoterie horizontale fond blanc, vêtements et point d'apport volontaire. Ce qui fait que dans mon outil de référencement, mon PIM, on va dire, je vais créer une nouvelle référence. J'ai saisi que c'était de la famille t-shirt, donc l'infoterie ici est automatiquement ramenée. Comme l'association est faite, lorsque je passe commande d'achat auprès de mon fournisseur, je peux mettre à disposition l'infoterie du référencement pour qu'il puisse venir éditer l'étiquette. Ici, c'est le volet édition étiquette de notre commande produit fini, où on va donc passer commande du vêtement et passer une commande d'étiquetage avec l'infoterie, les entretiens, la composition. Ceci concernant donc l'infoterie. Donc, pour rappel, on référence les différentes étiquettes, on les associe aux familles sous-familles produits et derrière, on matérialise avec une édition d'étiquette, donc tag ou sur la notice. Ça pour les retailers. Mais pour les pure players, la problématique peut être double. Elle va être physique au niveau du produit, mais elle peut aussi être restituée sur le site internet. Le deuxième point, donc le perturbateur endocrinien, on en a parlé. Là, on va passer sur l'affichage environnemental, donc sur l'éco-score. Alors, peu d'informations encore pour l'infoscore, hein, c'est un sujet qui est à l'étude. Ce qu'on sait, c'est que c'est une méthodologie pour indiquer aux consommateurs l'impact environnemental de produits. L'idée, un petit peu comme le Nutri-Score ou autre, c'est d'indiquer au consommateur si le produit qu'il achète a eu un faible ou un fort impact sur l'environnement de sa production à son acheminement. Alors, pour ce calcul d'éco-score, on sait qu'il y a différents critères qui seront pris en compte. On va parler de bilan écologique. Donc, pour le moment, 11 méthodes de calcul sont à l'étude, mais on sait que ça repose sur 4 grands critères. L'empreinte carbone du transport, donc on parle aussi bien de transport amont-cavale, le coût en énergie fossile de sa fabrication, le nombre de mètres cubes d'eau utilisés pour sa fabrication et la toxicité des produits employés. Donc, on sait que la méthode retenue tournera autour de ces 4 critères, mais on ne sait pas encore les pondérations ou la formule exacte pour arriver au résultat de cet éco-score. Alors, ce qu'on va proposer, c'est de venir référencer les différents critères. On sait donc qu'il y en a 4.
le bilan carbone, la quantité d'eau utilisée. Donc ici, vous allez avoir un exemple du cubage d'eau utilisé pour la fabrication du produit. On viendra indiquer par paramétrage quels sont dans tous les attributs de produit ceux qui seront à prendre en compte dans le calcul de l'éco-score. Donc ici, on a choisi les dangereux, le carbone, l'eau et le taux de fibres synthétiques, ce qui nous permettra, une fois qu'on aura la formule, de déterminer le score environnemental. Donc ça, c'est dans le cas où on choisit d'internaliser dans Timenodos le calcul de l'éco-score. L'autre possibilité est que le calcul se fasse par ailleurs, ou alors que ce soit le fabricant qui le fasse, et auquel cas on viendra intégrer le résultat, donc le calcul final, dans les attributs du produit. Donc ici, on n'a pas forcément les informations des critères, mais on a le résultat, l'éco-score B, qui est dans l'attribut produit, et donc qui est disponible pour restitution sur le site internet ou tout affichage jugé nécessaire par le merch. L'autre point sur lequel on fait un focus lors de ce deuxième axe, ça va être la garantie légale de conformité. Donc, quand on parle de garantie légale de conformité, on fait référence au document de facturation qui est remis au consommateur au moment de l'achat et il devrait indiquer l'existence de la durée de la garantie légale de conformité. Donc, ce que l'on propose pour cet affichage, c'est pareil, comme l'éco-score, de venir enrichir le référencement produit, d'ajouter un attribut, durée de garantie, et on viendra sélectionner quelle est cette durée. Du moment qu'elle est disponible dans le référencement, elle est ensuite disponible sur l'édition de la facture, ou pareil, sur le site internet. Là, on voit sur cet exemple de facture, le smartphone qui a une durée de garantie de 2 ans. Il s'agit bien d'un attribut au produit, donc on est ici sur la ligne de la facture. Le dernier point de cet axe, mieux informer les consommateurs, c'est cette fameuse fiche produit. Donc, il s'agit d'encadrer les allégations environnementales, donc de remplacer les biodégradables, respectueux de l'environnement, pour des indicateurs, on va dire, plus fiables. Donc, les informations sur les qualités ou caractéristiques environnementales doivent être mises à disposition du public par voie électronique, de façon à être assez accessible pour le consommateur au moment de l'acte d'achat. Donc, contrairement au Triman, où il doit être présent physiquement, là, il s'agit de mettre à disposition du consommateur les informations de compostabilité, d'incorporation de matières recyclées, de possibilités de réemploi, de recyclabilité, présence de matériaux précieux, présence de terres rares, les substances dangereuses, la traçabilité géographique et enfin la présence de fibres microplastiques. Alors, sur ces fiches produits, là, ça va devenir un petit peu complexe dans le sens où, en fonction de la REP dans laquelle la filière est adhérente, les informations ne sont pas toutes nécessaires. Là, j'ai cité toutes les informations pour l'ensemble des REP. Si on prend l'exemple de la REP emballage ménager, il n'y a que les matières recyclées, la possibilité de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses qui sont requises sur les produits. Alors, ce qui nous concerne majoritairement, comme le disait Maïder, nous, on va plus travailler en mode et en retail, ça va être donc la 11e REP, celle de produits textiles, d'habillement, linge et chaussures. Donc, sur ces REP, nous devons faire figurer l'incorporation de matières recyclées, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, la traçabilité et la présence de fibres microplastiques. Quand on parle du critère de traçabilité, je fais un petit zoom, il s'agit des endroits où sont réalisées principalement chacune des opérations. Si on parle de textile et de linge, il s'agit des opérations de tissage, de teinture et d'impression, de confection.
Si on parle de chaussures, il s'agit de piquage, montage et finition. Quand on va établir la fiche produit, il s'agira d'indiquer, pour respecter le critère de traçabilité, les endroits où ont été réalisées ces 3 grandes opérations. Alors ici, on a un petit exemple sur le linge pour illustrer l'information de fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. Donc, on l'a dit, cette information doit être disponible par voie électronique. Donc, prenons une fiche produit sur le site web. Ici, c'est du linge. Donc, on doit indiquer l'origine de fabrication, c'est-à-dire de tissage, teinture, impression, confection, qui, sur cet exemple, ont été réalisés au Pakistan. Il s'agit une fois de plus d'enrichissement d'informations produits. Donc, on vient sur le référencement indiquer où ont été réalisées ces 3 grandes opérations et ensuite c'est disponible en restitution sur le site internet. Ceci concernant donc les obligations sur mieux informer le consommateur. On passe au 3e axe qui est la lutte contre le gaspillage pour le remploi solidaire. Je tiens à préciser qu'il y a un chat, donc si vous avez des questions, on vous invite à les saisir sur le chat et on prendra un petit moment à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, pour lutter contre le gaspillage, le premier axe, ça va être d'interdire la destruction des invendus non alimentaires. Donc, recyclage obligatoire des invendus. Deuxième axe, augmenter les sanctions en cas de manquement à l'interdiction de gaspillage alimentaire. Créer des fonds pour le remploi dotés de plus de 50 millions chaque année. Donc aujourd'hui, les filières REP n'ont pas d'obligation de soutien envers les acteurs du remploi. La loi AGEC vient corriger cet axe. Il faut donc permettre la vente des médicaments limités, mettre fin à la distribution des imprimés publicitaires contenant les huiles minérales, rendre plus accessible et plus écologique le matériel médical pour les personnes à mobilité réduite, et enfin stopper l'impression des tickets de caisse et de carte bleue. Alors nous, on va faire un focus sur les axes sur lesquels on a une proposition. La première, c'est l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Donc, on estime à 630 millions d'euros les invendus détruits chaque année en France. On l'explique par l'obsolescence marketing, les défauts de production, la surproduction et le surstock. Donc, en fin de saison, ces produits qu'on considère donc invendus, donc invendables, sont détruits, incinération inclus. La loi AGEC demande à ce que ces produits ne soient plus détruits, à minima soient donnés. Donc, ça vient donc du scandale Amazon qui ont été topés parce qu'ils ont détruit leurs invendus, le justifié par le fait que la destruction est exonérée de TVA là où le don ne l'était pas. Donc la loi AGEC vient également exonérer de TVA, ce qui ne justifie plus le fait de détruire. Comment on peut aider dans cette gestion, on va dire, des surstocks en fin de saison? On propose dans notre solution de vagues, qui sont en fait le fait de générer en masse des transferts intersites. Donc, on va demander aux différents points de vente de collecter certains types de produits et de les envoyer donc, en destruction, en délocalisation, en retour entrepôt, en vente privée, en solderie, outlet. Il y a plusieurs choix disponibles dans le type de vague. On va enlever le type de destruction qui donc n'est plus réglementaire. De plus, cet outil va aussi aider à traiter le fameux vide, donc à venir proposer des transferts intersites, donc à venir analyser les ventes et les stocks pour envoyer le produit au bon moment, au bon endroit, afin de faciliter sa vente. Ce serait dommage qu'un produit soit en train de dépérir dans un point de vente sur lequel il ne peut plus être vendu, alors que notre point de vente est en rupture sur ce produit. Donc, on vient proposer un transfert afin de le vendre au plus tôt. Donc, plus de vagues de destruction, mais de dons, à minima.
L'axe suivant est agir contre l'obsolescence programmée. Donc là aussi, de nombreuses obligations, interdictions et nouveaux outils pour aider à lutter contre cette obsolescence. Le premier, c'est l'application d'un indice de réparabilité dans un premier temps et de tendre vers un indice de durabilité. Donc, depuis 2021, 5 catégories de produits sont concernées, ce sont les smartphones, les ordinateurs portables, les machines à laver, les téléviseurs et les tondeuses à gazon. Mais ce sera progressivement élargi à différents produits. Faciliter la réparation et favoriser l'utilisation de pièces détachées d'occasion. Depuis 2021, ça concerne les équipements électriques et électroniques et les meubles. Le troisième axe est d'allonger la garantie légale de conformité. On a vu précédemment qu'il fallait informer sur la durée. Là, il s'agit de l'allonger. Mettre en place une information obligatoire sur la durée de mise à jour des logiciels d'exploitation des ordinateurs et des téléphones. Le cinquième point, créer des fonds de réparation. Donc, une fois de plus, la filière REP devra financer des fonds de réparation via l'éco-organisme. Et enfin, le dernier point, c'est de permettre le recours à l'impression 3D pour la réparation des objets. Alors, faisons un zoom sur le premier point, l'indice de réparabilité. Donc, un petit peu sur le modèle de l'éco-score, il s'agit de calculer un indice de réparabilité du produit. Ceci afin de permettre au consommateur de savoir si son produit est réparable difficilement ou facilement, ou alors pas du tout réparable. Donc, les logos sont ceux que vous voyez à l'écran, ils sont figés sur leur forme et ensuite on indique le score obtenu par le produit. Donc, de 0 à 1,5, il est rouge, de 1,5 à 3,5 orange, etc. Alors là, on a la formule de l'indice de réparabilité puisqu'il est en place depuis 2021 sur 5 catégories de produits. L'indice de réparabilité est sur 100 points et ces 100 points sont dispatchés selon 5 critères. La documentation, la démontabilité, l'accès aux outils, la fixation, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées et enfin des critères spécifiques qui concernent chaque catégorie de produits. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque catégorie de produits a sa propre méthode de calcul. Alors, quand je dis que chaque produit a sa propre méthode de calcul, ça veut dire que la loi AGEC met à disposition un Excel avec plusieurs onglets. Le premier critère de documentation, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre et cela donne la note du critère sur 20. On fait ça sur les 5 critères et donc la somme donne la note de l'indice sur 10. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de calcul sur un smartphone. Donc, les critères spécifiques concernent le smartphone, c'est-à-dire les mises à jour, l'assistance à distance et la possibilité de réinitialisation logicielle, ce qui ne ferait pas de sens sur une tondeuse à gazon. C'est pour ça que le critère 5 sont les critères spécifiques, c'est-à-dire qui dépendent de la catégorie du produit. Donc, on remplit les informations du produit dans cet Excel. On a ici une note de l'indice sur 10 qui est de 7. Nous, ce qu'on propose, c'est de venir intégrer au niveau du référencement de produit le bilan, donc la capture d'écran de droite de l'Excel qui permet d'attester de la note et en parallèle d'intégrer dans nos attributs produits l'indice de réparabilité qui est sur 7. Donc, comme vous l'avez compris, le mode de calcul est non seulement complexe et en plus dépend de la catégorie du produit. Donc, on propose que le calcul reste dans les Excel mis à disposition par le gouvernement. On vient intégrer en pièce jointe le bilan pour attester et la note. Ceci est disponible également sur site internet. Pas d'obligation d'impression de l'indice de réparabilité. Ayez bien en tête que pour le moment, il s'agit bien d'un indice de réparabilité. Il s'agira de tendre à un indice de durabilité. Là, on n'a pas encore le mode de calcul. Le deuxième point, faciliter la réparation et favoriser l'utilisation de pièces détachées.
d'occasion. Donc, lorsqu'on parle de faciliter la réparation, il s'agit d'indiquer au consommateur la durée de disponibilité des pièces détachées. Donc, une information de plus qui vient enrichir le référentiel produit et qui est à restituer par voie électronique ou physiquement ou sur le merch. Ceci pour indiquer donc la disponibilité des pièces. Il y a également une obligation de délai de mise à disposition des pièces détachées par le fabricant au vendeur ou au réparateur qui est de 15 jours. Donc, pour parvenir à être conforme avec cette obligation, on propose au niveau de notre référencement produit de venir indiquer un nouvel attribut qui est la durée de disponibilité des pièces. Et donc, on viendrait pour chaque produit indiquer cette durée. Une fois renseignée dans le référencement, elle est disponible une fois de plus pour affichage sur le site, pour publication vers un étiquetage ou autre à la guise de l'enseigne. Le point suivant est de mettre en place une information obligatoire sur la durée de mise à jour des logiciels d'exploitation des ordinateurs et téléphones. Donc là, on est bien focus sur les ordis et les téléphones. Il s'agit une fois de plus de venir renseigner une information complémentaire et la mettre à disposition du consommateur pour l'aider au moment de l'achat. Donc là, on va dire quelle est, jusqu'à quand le fabricant permet une mise à jour logicielle. Comme il s'agit d'enrichissement produit, de la même façon que précédemment, on viendra intégrer en champ dynamique ou en collecte depuis le portail fournisseur une information qui indique la durée de mise à jour logicielle. Alors là, il y a une différence avec les propositions qu'on a faites précédemment, puisque quand il s'agit d'Infotri, d'EcoScore, ça concerne l'ensemble des produits, donc c'est en affichage direct. La durée de mise à jour logicielle concerne que les ordinateurs et les portables, donc on vient le saisir dans une pop-up et ce ne sera affiché que pour cette catégorie de produits, pas pour les autres, afin de ne pas polluer l'affichage des différents intervenants. Le dernier point de cet axe, c'est de permettre le recours à l'impression 3D pour la réparation des objets. La loi AGEC veut favoriser la réparation par la mise à disposition des schémas pour que le consommateur puisse imprimer la pièce qui lui permettra de réparer l'objet. Donc, lorsqu'il est possible que la pièce détachée, lorsqu'il est possible qu'elle soit imprimée en 3 dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens doit mettre à disposition le schéma qui permettra l'impression de la pièce. Donc, ce que l'on propose, ça va être de venir enrichir le référencement du produit et de venir joindre en pièce jointe du référencement produit le schéma de l'impression 3D qui pourra être donc restitué sur le site, qui pourra être téléchargé par le consommateur et donc être imprimé. Le dernier axe de la loi AGEC est mieux produire. Alors, pour permettre de mieux produire, le premier critère va de transformer les filières pollueurs-payeurs, d'étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières, de mettre en place une collecte gratuite des déchets triés du bâtiment, prendre en charge le nettoyage des dépôts sauvages par filière, avec donc une répartition estimée selon la filière, c'est-à-dire que, par exemple, le textile représente un tiers des déchets des dépôts sauvages, donc elle devra prendre en charge à hauteur d'un tiers le nettoyage de ces dépôts, créer des plans quinquennaux d'éco-conception et encourager les produits plus respectueux de l'environnement avec un système de bonus-malus. On fait le focus sur le bonus-malus, puisque là il s'agit d'une information digitale. Donc l'objectif du bonus-malus, c'est de favoriser ou du moins d'encourager les fabricants qui conçoivent leurs produits de manière plus écologique. Si dès la conception, ils prennent en compte l'environnement
ils pourront bénéficier d'un bonus sur la contribution qu'ils versent à leur éco-organisme. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier d'une volonté d'éco-conception? On propose de publier sur notre portail fournisseur des attributs qui indiquent que lorsqu'on a passé commande, on a souhaité l'utilisation de matières recyclées, un indice de réparabilité et des présences ou non de substances dangereuses. Dans le cas décliné ici, le concepteur a souhaité 13% de matières recyclées, un indice de réparabilité à 3 et l'absence de substances dangereuses. C'est la colonne valeur souhaitée. Ensuite, le fabricant vient en regard de chaque valeur indiquer la valeur effective. Donc, de la sorte, on peut justifier du fait que lors de la publication du cahier des charges ou de la mise en relation avec le fournisseur, on a souhaité la mise en œuvre de critères éco-responsables et on viendra comparer la valeur voulue avec la valeur effective. Alors, on ne sait pas encore quels sont les critères de calcul de ce bonus-malus, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un critère est-ce qu'il y aura une tolérance entre la valeur souhaitée et la valeur effective, est-ce qu'il faudra reporter les deux valeurs? En tout cas, ce que l'on propose, c'est de collecter les deux informations et ensuite elles seront donc disponibles pour restitution auprès de Citeo ou auprès de l'agent collecteur de l'éco-organisme. Donc, on a balayé l'ensemble des 5 axes et des critères de la loi AGEC. Et s'il fallait résumer ce que l'on propose pour la mise en conformité de la loi AGEC, ça va être un enrichissement du référencement. Clairement, on voit bien qu'il s'agit de collecter les informations au niveau produit et de pouvoir donc les restituer aux consommateurs, mais aussi auprès de filières, auprès de l'éco-organisme pour les déclarations ou en BI pour venir justifier ensuite d'une volonté d'amélioration. Il s'agit bien de venir enrichir le référencement de produits. Pour ce faire, on a la possibilité de faire une saisie manuelle, donc c'est ce qu'on a vu avec les champs dynamiques, le fait de venir produit par produit renseigner des informations sur l'indice de réparabilité, sur le Triman, etc. On peut vouloir, on va dire, accélérer cet enrichissement qui peut s'avérer fastidieux puisque c'est produit par produit et qu'on a vu que la loi AGEC avait un certain nombre de critères, donc ça peut être assez chronophage. Donc, pour gommer cet effet, on propose l'enrichissement par saisie productive. Donc, vous l'avez vu, quand j'ai parlé de PIM, c'est-à-dire la vision à plat de l'ensemble des références couleurs, et pour chaque référence couleur, en colonne, l'attribut qu'il faut renseigner, avec une ergonomie de type Excel qui permet de faciliter pour l'utilisateur la saisie. On peut aller au-delà en voulant faire des imports-exports depuis un fichier Excel. Si on veut encore franchir un cap, c'est le portail fournisseur, c'est-à-dire que l'enrichissement produit n'est plus fait en centrale, mais la charge est reléguée, on va dire, sur le fournisseur. Donc, on met à disposition un portail sur lequel il pourra venir renseigner les informations produit par produit. S'il peut se connecter sur le portail et si la négociation fait qu'il veuille bien. L'autre axe, c'est d'intégrer l'information. Donc, quand on parle d'API standard d'intégration et d'exposition, c'est le fait de mettre en place un EDI. Donc, nous, on travaille par API, car l'API est le mode technique le plus ouvert qui permet soit de travailler en JSON, mais aussi qui permet de travailler en intégration de fichiers CSV, de fichiers XML, de fichiers Excel, qui va venir consommer l'information là où elle est, directement depuis le RP du fournisseur, depuis un fichier mis à disposition sur un FTP. On vient l'intégrer, on enrichit notre référencement. Une fois que le référencement est enrichi, l'information est disponible, soit dans Optimate Nodos pour passer commande d'achat, mais aussi pour les autres briques de votre SI. Si vous n'avez pas comme ERP Nodos, on met à disposition l'information, ça viendra enrichir votre ERP ou votre brique du site internet
ou votre BI pour la déclaration CTO et autres. Donc, toutes ces fonctionnalités, toutes ces fonctions, on les propose en service cloud pour venir compléter votre système d'information. Voilà pour les solutions digitales. Et on va terminer par ce que nous proposons en termes d'accompagnement. Donc, vous avez vu, SEI est bien informé, avons beaucoup travaillé sur le sujet de la loi AGEC. Et donc, nous tenons à accompagner nos partenaires sur cette mise en conformité. Donc, pour ce faire, nous avons créé un kit loi AGEC qui comporte, entre autres, une carte mentale de ces différents axes et différentes obligations, interdictions, outils qu'Émilie vous a présentés précédemment. Et à partir de cette carte mentale, on va faire l'exercice de voir pour chaque contexte client, donc à travers un entretien personnalisé avec un consultant et une consultante spécialisée, on va venir travailler sur cette carte mentale, mais aussi sur une timeline. Vous savez que cette loi AGEC comporte différents volets qui viennent se mettre en application au fil du temps, au fil des années, jusqu'à 2025, si mes souvenirs sont bons. 2040. 2040, pardon. Jusqu'à 2040. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu une vision sur les différentes obligations que chaque client sera amené à respecter. Comme on l'a vu précédemment, en fait, on va avoir des obligations qui vont concerner la filière du bâtiment, d'autres sur les fournisseurs d'accès Internet. Ça ne concerne pas chaque business. Et on a vu, il y a 5 axes. Chaque axe est décliné en critères. Difficile de se représenter les obligations auxquelles on doit faire face. Donc, ce qu'on propose, c'est de prendre ici la carte mentale, là, qui est la globale, et de venir mettre en évidence les points qui vous concernent et de supprimer ceux qui ne vous concernent pas. La mise en œuvre de ces différents critères est progressive jusqu'à 2040, donc il s'agirait ensuite de définir une timeline de votre mise en conformité AGEC. Une fois de plus, cette timeline, c'est celle qui représente les promulgations qui ont été faites. Donc, on a des dates jusqu'à 2025, mais elle va être régulièrement amendée, enrichie, cette loi, jusqu'à 2040. Donc, d'avoir votre timeline à vous qui vous concerne avec votre business et de savoir à quelle date vous devez être en conformité sur le Triman, en quelle date vous devez être en conformité sur la fiche relative aux informations écologiques. Donc voilà, donc ces éléments font partie de ce kit que nous avons préparé, que nous allons utiliser au cours d'un entretien personnalisé pour imaginer ensuite une implémentation contextualisée selon votre secteur, selon les produits que vous commercialisez et selon effectivement cette timeline de mise en application. Voilà ce que nous avions à vous dire ce matin. Alors, je ne sais pas si il y a des questions. Je vais arrêter le partage. Non, a priori, pas de questions. N'hésitez pas. De toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent dans un deuxième temps, voilà, vous pouvez les envoyer donc au contact qui vous a envoyé l'invitation. Nous allons également vous adresser après le webinaire un questionnaire. Et dans ce questionnaire, vous pourrez également, il y a une zone de commentaires dans laquelle vous pourrez inscrire vos éventuelles questions. Questions ou feedback, hein? Au feedback. On est preneuse aussi. C'est dans le questionnaire aussi, le feedback. Super. Voilà, donc on est dans les temps. Encore merci de votre participation et au plaisir d'échanger avec vous et de vous accompagner dans ce défi LOAGEC. Bonne journée, à bientôt.